Bonsoir à tous, il est 19h30 partout au Bien-être. Bienvenue à cette édition vespérale de l'information. Voici les titres. La douane béninoise réfléchit à d'autres moyens de lutter contre la fraude fiscale. Elle a initié, avec la préfecture de l'Atakora, une séance de sensibilisation des élus communaux de la zone frontalière avec le Burkina Faso. C'est pour les impliquer davantage dans les stratégies pour la réussite de sa mission. On en parle. Du tourisme dans ce 19h30, mais à risque, faites attention. Nous vous emmènerons à Meka, une localité à près de 60 km au sud-ouest de Cotonou. La singularité de la vie des populations de ce village bordant un cours d'eau et isolé du monde, c'est un vieux pont en bois de près de 200 mètres environ. Asiongo Kanya Asiongo a pris son courage à deux mains et l'a traversé. Vous le verrez tout à l'heure en détail. Et puis, ferveur dans la foi chez les musulmans en attendant la fin de ce mois de Zul Hijja qui annonce la Tabaski. Depuis ce mercredi matin, 10e jour avant la fête, concentration maximale dans la dévotion. Nous interrogerons celui que vous voyez là à l'image, Chitou Chouaïboum. Il est islamologue. Il nous dira pourquoi il est conseillé ou mieux impérieux de se concentrer sur ces jours-là. Bienvenue, bonsoir. On ouvre ce journal par cette brève. Aujourd'hui, c'était le troisième et dernier jour de composition de la phase écrite du baccalauréat, session unique de juillet 2020 sur l'ensemble du territoire national. Pas d'incident majeur à part les quelques absences notées dans le rang des candidats. Gestes barrières et mesures de protection et de prévention du coronavirus respectées rigoureusement. Les candidats ont trouvé les épreuves relativement abordables. Nous en dirons un peu plus, en tout cas, dans nos prochaines éditions. Je vous en disais un mot, la représentation départementale à Takora Donga de la douane béninoise se veut, en tout cas, changer les habitudes et la façon de faire dans la traque des fraudes fiscales. Elle a installé hier un cadre de concertation pour la mise en œuvre des recommandations recueillies au terme d'une séance de sensibilisation qu'elle a eue avec les élus communaux de la zone frontalière avec le Burkina Faso. Et la préfecture de l'Atakora était à ses côtés pour ce bon combat qui implique les autorités locales dans la lutte contre la fraude douanière. Alassane Harouna. Depuis quelques mois, il se développe différentes formes de fraude douanière à la frontière avec le Burkina Faso, faisant perdre assez de devises aux deux nations sœurs. C'est pour mettre un terme à cette situation que la Direction générale des douanes et droits indirects, à travers la Direction départementale des douanes Atakora Donga, a initié sous l'autorité du préfet de l'Atakora cette séance de sensibilisation à l'endroit des maires de Materi, Kobli et Tangueta, dont les communes sont frontalières au Burkina Faso. Au cours de ces assises, le patron au plan départemental de la douane a décrié les différentes formes d'infractions douanières enregistrées ces derniers temps dans la zone neutre de Kourou-Koualou et qui créent un sérieux manque à gagner au trésor public. La séance de sensibilisation a trait au trafic illicite de certains produits qui a cours actuellement dans la zone de Koualou, la zone neutre entre le Burkina et le Bénin. Ce trafic cause d'énormes préjudices à l'économie nationale. Et ce n'est pas seulement au niveau du Bénin, mais c'est au niveau du Burkina Faso. En général, c'est des marchandises qui n'ont pas payé les droits de douane. Il s'agit du riz, de l'huile et surtout des produits pétroliers. Des violences faites aux agents de douane dans l'exercice de leurs fonctions, aux sorties frauduleuses des produits agricoles, en passant par la vente illicite des produits phytosanitaires sur les marchés, aucune infraction ne sera occultée au cours de ces assises. Pourtant, le Code de douane a prévu de lourdes sanctions contre tout contrevenant à cette disposition de la loi. C'est pourquoi le colonel de douane en appelle à la collaboration des élus locaux pour sensibiliser leurs administrés afin de mettre un terme à ce phénomène. Prenant la mesure de la situation, les autorités locales s'engagent à accompagner la douane dans sa noble mission. Aujourd'hui, la situation est critique, ça dépasse même les frontières parce que c'est un engagement qui doit être pris au niveau des deux États. Je crois que c'est déjà même ça, c'est la démarche. Nous croyons qu'il faut accompagner le gouvernement dans cette action. Nous sommes prêts et nous sommes engagés
parce qu'il va de notre intérêt aussi. Je veux bien compter sur les élus. Nul n'est au-dessus de la loi. Et si quelqu'un viole les dispositions qui réglementent son secteur d'activité, il doit pouvoir répondre. L'implication des autorités administratives dans la lutte contre la fraude douanière est ainsi actée. Un cadre de concertation a été mis sur pied pour veiller à la mise en œuvre des recommandations issues des assises de Nati Tengo. On descend un peu plus vers le sud et on s'arrête à mi-parcours dans le centre du Bénin pour constater l'ouverture aujourd'hui de la première session criminelle de l'année 2020 au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. 30 dossiers de meurtre, d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de coups mortels et de violences et de viols impliquant 40 accusés seront abordés. Le tout sera évacué impérativement. En tout cas, quand on tient compte du calendrier établi par les autorités judiciaires de là-bas, le 12 août prochain. Suivez ici pour d'autres détails un extrait des propos du procureur Adima Khalifa Djamila. Il est au micro Canal 3 Bénin d'Imet Hélène Amousso. Le mercredi 22 juillet 2020 s'ouvre au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey la première session du tribunal statuant en matière criminelle de l'année 2020. Cette session est la deuxième organisée dans le ressort du tribunal d'Abomey après celle de novembre 2019 qui a fait suite à un contexte marqué par des mutations majeures du droit pénal et de l'organisation judiciaire en République du Bénin. La session qui s'ouvre se déroulera du 22 juillet au 12 août 2020 et connaîtra des infractions suivantes. 10 dossiers d'assassinat, 6 dossiers de viol, 4 dossiers d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, 5 dossiers de coups mortels, 1 dossier d'escroquerie aggravée et d'enrichissement illicite, 1 dossier de coups et blessures volontaires avec infirmité permanente, 2 dossiers de meurtre et 1 dossier de parricide. Soit 30 dossiers pour un total de 40 accusés. Avec cette session du tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey statuant en matière criminelle, justice sera rendue à des dizaines de personnes qui attendent en détention provisoire depuis de longues années. Il en sera ainsi dès la prochaine rentrée judiciaire pour diminuer le flux dans nos prisons. Nous sommes à l'ère d'une justice plus efficace, parce que plus respectueuse des délais, à l'ère d'une justice plus équitable, parce que renforcée par les garanties procédurales accordées aux accusés. Les audiences, certes, sont publiques, mais le plan d'action du gouvernement sur le Covid-19 doit être strictement respecté dans l'enceinte du tribunal et particulièrement dans les salles d'audience, notamment par le port de masques, le lavage des mains et la distanciation sociale pour une véritable lutte contre cette pandémie. Maintenant au sud, et voici une balade. Je vous la proposais au début de ce journal. Elle est risquée, mais c'est justement là que réside son charme. À près de 60 km au sud-ouest de Cotonou, vous découvrez Meko. C'est un village de Ouida, bordant un cours d'eau qui l'isole d'ailleurs du reste du monde. Pour rester connectés, les populations ont dû se construire un pont de fortune en bois, fragile et long de 200 mètres environ. Il faut bien regarder là où on pose les pieds pour ne pas les coincer entre les interstices laissés par les bois recyclés dans les usines de scierie. Asiongo Kanye Asiongo est notre guide. Pour relier le village de Meko de l'autre côté, il faut prendre par ce pont en bois à la limite précaire et long d'environ 200 mètres. L'une des localités de l'arrondissement de Diagbadji dans la commune de Ouida, département de l'Atlantique, Meko est l'avant-dernier village qui mène à l'embouchure de Djondji. Et la réalisation de ce pont a coûté des nuits de réflexion et des efforts aux fils et filles de la localité. Oh, on a mis à bon. Il y a deux vions pour quitter. Ce sont les natifs de la localité qui ont pris sur eux la décision de construire le pont en bois après que j'ai réuni tout le monde. Au beau milieu de la construction, quelques difficultés ont surgi. Les travaux ont connu un arrêt. Nous avions alors initié des souscriptions volontaires. Les eaux et forêts nous avaient autorisé à nous procurer du bois puisque c'est dans l'intérêt public.
Avant la construction de ce pont entièrement en bois, la population faisait la traversée en pirogue, moyennant 25 francs CFA le passage. Une traversée qui ne se faisait que le jour car la nuit, tout est dans le noir pour défaut d'électrification de la localité. Si la réalisation du pont l'a été sans contribution extérieure, la population en est aujourd'hui fière. C'est une opportunité de nos villages parce qu'auparavant, on traverse la lagune avec la pirogue. Et maintenant, c'est la population qui a décidé de faire cette construction. Lorsque les travaux avaient démarré, personne ne savait que nous allions réussir la construction. Le chef d'arrondissement, le président de l'association de développement de Meko et d'autres nous ont apporté leur appui, ce qui nous a permis d'achever le pont. Le pont est bâti avec du bois précaire. Pour éviter son effondrement et tout incident malheureux, la population en prend soin fréquemment. Autant qu'elle procède au remplacement des planches et piliers imbibés, puis usés par les eaux de la lagune, elle espère un jour l'implication de l'État pour un pont en matériaux définitifs. Les habitants de Meko travaillent tous les jours pour l'entretien du pont. Ils procèdent au remplacement des bois défaillants. Nos demandes d'appui sont restées sans succès. Nous, notre souci, c'est d'avoir un jour ce pont en dur. Si le gouvernement peut nous aider à faire ça à béton, nous aussi, on peut lever ça au genou et le projet va nous construire le pont à béton. Meko ne se sent pas délaissée depuis que la Fondation Claudine Talon s'intéresse à elle. Elle a réalisé une canalisation lagunaire pour drainer de l'eau potable jusque dans le village. Fondation Claudine Talon. C'est grâce à la Fondation Claudine Talon que nous pouvons boire de l'eau potable aujourd'hui dans ce village. Nous n'avons pas de l'électricité. La voie qui mène ici est complètement dégradée et cause des dommages aux femmes qui se rendent au marché pour leur commerce. Avec le projet Route des Pêches dans sa phase avancée, les fils et filles de Meko ne perdent pas l'espoir. Ils espèrent que bientôt, le village sera relié au réseau électrique pour leur permettre d'enjamber un pont digne du nom à toute heure. Bientôt, oui, très bientôt. Après un si long périple et ce gros risque pris, quoi de plus beau et de plus normal que de s'offrir de quoi se désaltérer. Asimo Kanya Sengo nous propose du bon lait de coco. Ça calme les nerfs, parole du consommateur invétéré qu'il est. Sauf que par ces temps, nous apprend notre dégustateur, on n'en trouve pas beaucoup. Mais quand c'est un connaisseur, il déniche toujours un bon coin pour le plaisir du gosier déjà chaud, même quand les temps sont rares. Voici Asimo Kanya Sengo donc. Le jus de coco, encore appelé l'eau de coco, est une boisson naturelle très prisée au Bénin. Ses bienfaits amènent nombre de personnes à le consommer comme ici à Togben et le long du littoral. Selon les passionnés de ce jus, ça recèle beaucoup de vertus. La consommation de l'eau de coco aide à combattre le paludisme et à diminuer ses effets. En la consommant, on se porte mieux. Et même quand un enfant fait de la fièvre et qu'on y ajoute du jus de citron pour lui en donner, il va mieux. Le jus de coco est donc bienfaisant pour le corps. Sa consommation n'est pas limitée. Certains, comme Augustin Kendoho, en font leur boisson quotidienne. Il faut consommer suffisamment l'équivalent de 6 noix de coco par jour. Cela évacue tout ce qu'on traîne comme déchets dans le corps. La vente de l'eau de coco diminue de jour en jour dans certaines régions du Bénin, particulièrement le long de l'océan Atlantique comme ici à Rio, à Vlekete, Togben. Nombre de personnes attribuent cela à la construction de la route des pêches.
La construction de la route des pêches touche nombre de cocoteraies. Des cocotiers ont été déracinés à cet effet et cela agit sur le commerce du produit. Ceux qui en avaient encore en récoltaient les noix tous les 3 mois. Mais aujourd'hui, tout s'est arrêté. Tout comme sa commercialisation, la noix de coco se raréfie. L'activité tend à disparaître le long du littoral, faute de nouvelles cultures de cocotiers. Les populations se contentent uniquement de leur propre consommation. Nous, on en trouve à cueillir souvent puisque nous sommes de la zone. Ceci pour nous désaltérer. Selon les nutritionnistes, l'eau de coco est riche en vitamines et minéraux. Elle contient aussi, entre autres, du calcium, du potassium, du fer pour maintenir la santé. On va changer de registre, on va parler de religion. Depuis ce matin, les musulmans ont abordé les 10 derniers jours qui précèdent la fête de la Tabaski prévue pour la fin de ce mois de Zul-Hijjah, le tout dernier de l'an 1441 du calendrier lunaire. Moment de dévotion et de concentration de la foi et qui représente beaucoup pour le bon musulman. Chitou Chouaïbou, islamologue, nous parle ici des actions qu'il faut entreprendre et poser au cours de cette période si pieuse. On va le suivre. Le jour de Arafat, c'est le 9e jour de Zul-Hijjah et c'est ce jour-là même que le prophète a appelé le jour du grand pèlerinage. Quand il dit dans un hadith que Al-Hajj Arafat, ça veut dire que le pèlerinage, l'acte ou bien le rite, le plus important du pèlerinage, c'est le stationnement à Arafat, le 9e jour, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et c'est un jour noble, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même descend jusqu'au premier ciel là. Et il octroie à tous les pèlerins leurs demandes et leurs invocations avec leurs prières. Ensuite, il nous a dit dans un hadith que Arafat est un jour généreux, grand au vu de Dieu. Celui qui jeûne ce jour-là seul aura le pardon de 2 ans. L'année écoulée et l'année en cours. Le jeudi 30 prochain sera le jour de Arafat dont nous parlons, qui va correspondre au 9 de ce mois. Donc et nous allons noter au passage que tous les pèlerins qui sont là-bas maintenant au pèlerinage, celui qui rate le jour de Arafat doit reprendre son pèlerinage. Tandis que tous les autres actes, tu peux toutefois rattraper. Voilà, une belle période qui se sera bien achevée si elle passait par le tour à la Mecque. Seulement voilà, le coronavirus est là depuis quelques mois et a imposé des restrictions jusque dans la foi et dans la façon de commercer avec Dieu. Il n'y aura donc pas de Mecque pour certains fidèles musulmans à raison des décisions prises par l'Arabie Saoudite pour limiter la propagation de la pandémie sur son sol. Les fidèles musulmans, notamment ceux du Bénin, font contre mauvaise fortune bon cœur. Idriss Boukari pour le point. 5e pilier de l'islam, le Hajj 2020 est spécial. Crise sanitaire mondiale oblige, alors que des milliers de fidèles musulmans à travers le monde s'apprêtaient à se rendre sur la terre sainte d'Arabie Saoudite, les autorités du pays d'accueil ont annoncé le 22 juin dernier que le Hajj prévu à la fin du mois de juillet à la Mecque se tiendrait avec un nombre limité de fidèles pour éviter la propagation du coronavirus. Conséquence, seules les personnes se trouvant à l'intérieur du royaume saoudien pourront effectuer le Hajj. Au Bénin, cette décision est appréciée avec foi par le Conseil national de coordination du Hajj. C'est une décision qui est mondiale, c'est le pays qui nous accueille qui dit que non, cette année-ci, il n'aura pas des étrangers sur son territoire national. Nous nous en tenons à ça. Pour un bon musulman, nous devons le prendre sportivement. Le jour d'Arafat, un bon musulman qui n'est pas parti à la Mecque doit jeûner. Cela est obligatoire.
Donc, ce n'est pas de notre volonté qu'on n'ira pas à la Mecque. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Donc, je demande Depuis l'apparition de la pandémie au Bénin, les convoyeurs des candidats au Hadj ont joué à la carte de la prudence. Il leur a été demandé de surseoir à toute opération entrant dans le cadre des préparatifs du Hadj 2020. La décision saoudienne vient ainsi renforcer la position du gouvernement sur les précautions sanitaires, même si cela pourrait créer des manques à gagner à certains. Ça peut faire des pertes à gagner pour ceux qui vivaient que de ça. Mais il reste à savoir aussi que vous devez connaître que parmi les convoyeurs, il y avait d'autres qui faisaient d'autres activités avant d'être convoyeurs. Je pense qu'ils vont continuer par faire ces activités en attendant la fin de la pandémie. Cette fin, nul ne la connaît pour l'heure. Pour les leaders religieux rencontrés, ce n'est pas une première dans l'histoire de la communauté musulmane. Par le passé, les fidèles musulmans ont été confrontés à de pareilles situations. Il faut juste s'adapter au temps et au contexte actuel. On peut dire, ça fait plus de 30 fois depuis que le pèlerinage a commencé que les gens ont interdit à d'autres pays ou à d'autres continents d'aller faire le pèlerinage. Soit à cause de la pandémie, soit à cause de la politique, soit à cause des guerres, soit à cause de l'insécurité sur la route. Le prophète nous a dit إذا سمعتم بالطاعون وقع بأرض فلا تخرجوا منها فلا تقبلوا إليها وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها. Quand vous apprenez qu'il y a une pandémie qui sévit dans un pays, ceux qui sont déjà dans ce pays-là ne sortez plus de là. C'est pour éviter la propagation de ce virus. Et vous qui n'en étiez pas, ne rentrez pas maintenant à nouveau. Sinon, vous irez et vous allez vous lancer dans le mal pour être contaminé de ce virus. Donc, la première personne qui a instauré le confinement, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout n'est pas gâché pour les candidats au Hadj 2020, étant déjà mis en condition et ayant formulé l'intention d'effectuer ce déplacement de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite, ils pourront, face à ce cas de force majeure, bénéficier des bénédictions d'Allah qui a fait de ce pilier de l'islam une obligation à tout musulman qui en a les moyens. Celui-là qui a fait l'intention d'aller à la Mecque et il meurt, voilà, Dieu va lui donner la récompense de la Mecque parce que c'est une bonne intention. Et secondo, je répète encore, il a dit l'humaniste, il est insabila. Celui qui avait les moyens et cette contrainte est arrivée, il n'a pas pu aller. Prochainement, s'il manque ses moyens, Dieu va lui donner la récompense. Dieu dit dans un verset dans la sourate La Femme, il dit وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Que quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son prophète, et que avant d'arriver à la destination de son émigration, la mort le rencontre au cours du chemin, et c'est comme ça il perd la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, les récompenses de ce dernier incombent à Allah. C'est Allah qui va le juger. Et Allah va le considérer comme quelqu'un qui a déjà émigré, parce qu'il a fait l'intention. Et il est sorti. Avant cette dernière décision, les autorités saoudiennes avaient déjà suspendu le petit pèlerinage qui s'effectue à la Mecque et Médine, les deux lieux les plus sacrés de l'islam. Le Hadj 2020 va donc se dérouler dans de conditions spéciales et les musulmans du monde entier le vivront de loin, en ayant foi que la prochaine édition se fera comme d'habitude. Un dernier élément, il y a eu Conseil des ministres ce jour comme à l'accoutumée. On peut retenir deux choses principales. Le conclave hebdomadaire a entériné la radiation du corps de la douane de deux agents, comme capitaine dans la profession et confondus dans une affaire de transactions frauduleuses. Et puis, nomination à l'appel à la fin de la séance, une bonne douzaine de personnes promues au niveau du ministère en charge des Affaires sociales. On va suivre le résumé donc de la séance présentée par Maître Alain Oronla. Il est le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 juillet 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan. De façon spécifique, elle a pour objectifs principaux de renforcer les capacités nationales en vue d'évaluer les valeurs et menaces des ressources marines vivantes
de même que leurs services écosystémiques dans l'environnement, ainsi que les mécanismes de coordination régionaux pour la formulation d'un cadre régional efficace. La ratification de ces protocoles par le Bénin lui permettra, entre autres, de prévenir, réduire, voire éliminer toute pollution ou tout dommage à la zone côtière et à l'environnement marin lié aux activités pétrolières ou gazières offshore. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant modification des statuts de la Poste du Bénin SA et nomination des membres de son conseil d'administration, puis fixant les conditions d'autorisation des établissements financiers à caractère bancaire à recevoir des dépôts de fonds du public en République du Bénin. Au titre des communications, autorisation pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la conception et du développement du complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour à Djegbadji, dans la commune de Ouida. La réalisation de cette infrastructure contribuera à développer l'offre touristique du Bénin en général et de la ville de Ouida en particulier. Le complexe comprend notamment un théâtre de verdure pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles, un parking paysager de 350 places, des jardins du souvenir, l'esplanade touristique avec restaurants, bars et sites de divertissement, la reconstitution historique d'un bateau négrier, une zone hôtelière d'environ 130 lits, la promenade flottante sur la lagune, un jardin de recueillement. Au regard du niveau d'avancement des études du projet, le recours à l'expertise d'un bureau spécialisé dans les démarches qualité et sécurité dans le respect des normes légales, techniques et environnementales est nécessaire. Au terme des prospections menées, la société britannique Alcyon Hospitality Advisors, réputée en la matière, a été identifiée pour la conduite de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage du complexe hôtelier que développera le groupe Banyan Tree. Les ministres concernés par la mise en œuvre du projet veilleront à sa bonne exécution. Et puis je vous parlais justement de la fin du bac. On était troisième et dernier jour de composition de la phase écrite de cette session unique de juin 2020 sur l'ensemble du territoire national. Pas d'incident majeur, à part quelques absences notées, comme je le disais au début de ce journal, dans le rang des candidats. Gestes barrières et mesures de protection et de prévention contre le coronavirus ont été rigoureusement respectés. Notre rédaction est descendue à la fin donc de la composition au niveau de quelques centres pour recueillir l'avis de quelques candidats. Les voici donc au micro de Uriel Ranou et de Henri Ganti. Durant les 3 jours, les épreuves étaient abordables. Mis à part la SVT qui était un peu compliqué. Bon, à part ça, il n'y a plus d'épreuves difficiles et il n'y avait pas de questions d'actualité quand même. On s'est essayé sur les copies et on a eu ce qu'on a eu en classe quand même. Au PCT par exemple, il y avait des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Mais du fait que bon, j'ai eu à traiter des épreuves similaires, j'ai pu m'en sortir en tout cas. On a bien composé en tout cas, on a bien respecté les mesures barrières aussi. Bon, surtout en maths, dans la matière scientifique, moi, je me suis en sorti. Je rends grâce à Dieu. Ça c'est clair, j'aurai le bac avec une bonne notion bien sûr. Voilà pour l'avis donc de ces candidats au baccalauréat session de juillet 2020 qui prenait fin donc ce mercredi, c'était le dernier jour. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal où on y aura évoqué les vertus de l'eau de coco devenue de plus en plus rare. Assiangwan Kanye a pu nous aider à dénicher un bon coin ou à s'en procurer. Il y avait donc de quoi se désaltérer. Assiangwan Kanye nous avait amené faire un tour loin de Cotonou à Mecca. C'est un village de Ouida où la précarité a contraint les populations à se fabriquer des ponts de fortune pour entretenir la circulation et la connexion avec le reste du monde. On a aussi parlé de la période délicate de 10 jours qui nous sépare depuis ce matin de la fête de la Tabaski. C'est une période très sensible qui exige dévotion et partage chez les musulmans. Vous avez pu suivre les explications d'un islamologue. C'est donc la fin de ce 19h30. Un plaisir comme d'habitude d'avoir été avec vous pour les informations de la journée.
Merci pour votre attention. Prenez soin de vous, protégez-vous. À demain, 19h30. Bonsoir. Rebonsoir à tous. On en vient donc à cette troisième et dernière partie de 90 minutes au